Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Frontal. Ce n'est pas tant la réalité qui déçoit, c'est l'écart entre ce qu'on en espérait et ce qu'elle nous offre, disait Albert Camus. Ce soir, dans Frontal, on interroge ce décalage devenu structurel entre promesses économiques et réalité vécue. L'indice de confiance des ménages reste bloqué à 46 points, la consommation se fige, l'épargne s'efface et la jeunesse s'observe plus qu'elle ne croit. Ces chiffres que vient de nous rappeler le HCP dans sa dernière livraison ne sont pas seulement des signaux conjoncturels, ils dessinent véritablement une fracture lente mais profonde. La question n'est plus seulement économique, elle est existentielle. Peut-on encore trouver de l'espoir dans le discours politique, là où la réalité nous assène des gifles magistrales? Avec moi pour en parler aujourd'hui, Khalid Bouksib, consultant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à vous. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Monaï Mounawar, vous êtes donc chef d'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce débat. Merci à vous. Merci encore une fois. Aziz Saïdi, professionnel des médias et de la communication. Merci d'avoir accepté plutôt ce débat avec nous justement autour de l'ICM, l'indice de confiance des ménages que nous allons aborder dans un petit moment. Bienvenue à vous. Merci à vous. Alors messieurs, avant d'ouvrir le débat, prenons le temps de poser le décor, car derrière les chiffres de la confiance des ménages, eh bien, il y a aussi des voix éclairées, des parcours, des analyses. Notre journaliste Shaima Ouriardi Fikri a rencontré deux témoins du moment, une chef d'entreprise et un économiste qui décryptent le climat de prudence qui gagne la société. Leur regard croisé nous permet de mieux comprendre ce qui se joue actuellement entre réalité économique et perception sociale, entre chiffres officiels et vécu quotidien. On regarde ce reportage et on se retrouve juste après pour le débat. Les ménages marocains toujours aussi pessimistes sur leurs finances, leur qualité de vie et leur avenir. Plus de 80% des foyers marocains déclarent une dégradation de leur niveau de vie au cours de l'année écoulée. C'est ce que révèle le dernier rapport du Haut Commissariat au Plan. La flambée des prix, notamment ceux des produits alimentaires en hausse selon presque l'ensemble des ménages, pèse lourdement sur leur quotidien. Résultat, près d'un foyer sur deux s'endette ou puise dans ses économies pour s'en sortir. Les pouvoirs publics ces dernières années ont mis en place un certain nombre de programmes dans le cadre de ce qu'on appelle l'État social en termes, etc., de aide directe, etc., la couverture médicale. Or, aujourd'hui, force est de constater que la grande oubliée de ces programmes, de ces actions politiques et publiques, c'est la classe moyenne. Or, on sait très bien que la classe moyenne est la garante de la stabilité sociale. Elle est effectivement celle qui inscrit ses enfants dans les écoles privées et celle aussi qui arrive, qui a une position politique importante. Il est nécessaire que les pouvoirs publics conçoivent des programmes qui sont dédiés tout spécialement à cette classe moyenne. Pour les achats importants et qui nécessitent un investissement, 80% des Marocains considèrent que ce n'est pas le moment. Et quand il s'agit d'épargner, la tendance est tout aussi pessimiste. Près de 90% des ménages estiment ne pas pouvoir mettre de côté cette année. Dans un contexte qui est celui que nous vivons depuis quelques années, marqué par l'érosion du pouvoir d'achat et le recul de la consommation intérieure, les entreprises marocaines se trouvent confrontées à un double défi. Celui de préserver la compétitivité tout en continuant à assumer leurs responsabilités sociales. C'est un dilemme réel pour les entreprises marocaines face auquel il devient impératif d'adopter des stratégies équilibrées qui doivent concilier la performance opérationnelle et la cohésion sociale. Même si l'indice de confiance des ménages a très légèrement progressé, il reste bas, 46,6 points seulement, bien loin du seuil de l'optimisme. Et l'avenir n'est pas plus rassurant. Plus de la moitié s'attendent à une nouvelle dégradation de leur niveau de vie et plus de 80% redoutent une hausse du chômage. Face à cette situation, c'est un sentiment d'essoufflement économique qui domine entre préoccupations immédiates et incertitudes durables sur l'avenir. Alors on va peut-être commencer avec vous, Khalid Bouksib, consultant, chef d'entreprise. Lorsque vous voyez ce moral des ménages qui aujourd'hui reste plafonné à 46 points pratiquement depuis un certain temps déjà, je rappelle à nos téléspectateurs qu'il était
aux alentours de 80 en 2018. Il y a une véritable dégringolade, on va dire, tendancielle sur quelques années. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer comme commentaire, malgré le fait que l'on voit le gouvernement justement sortir avec plus ou moins un peu de positivisme pour brandir justement un travail qui aurait été fait sur cette législature. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut comprendre des gens qui voient un véritable contraste entre le réel et le discours politique, j'ai envie de dire? Alors ça peut se comprendre, mais il faut aussi l'expliquer. Alors l'édito en reportage le montre très bien, il y a une sorte de pessimisme quelque part naturel dans la façon de percevoir son foyer au Maroc. Et donc j'aimerais rappeler d'abord que l'ICEM, c'est un indice de perception du Haut Commissariat au Plan. Donc perception, c'est-à-dire qu'on va aller sonder le moral des ménages sur la perception qu'ils ont de manière directe sur leur portefeuille ou sur la consommation, de l'action gouvernementale et de l'économie ambiante et justement sur le pouvoir d'achat qu'ils ont en poche. On parlait d'économie ou d'épargne qui s'essouffle vis-à-vis des Marocains. Moi, j'aimerais rappeler que justement, comme c'est un indice de perception, il est aussi un peu en décalage avec la réalité de terrain. Si vous baladez aujourd'hui au pays, vous voyez un pays en chantier, vous voyez une économie qui se stabilise globalement, et vous voyez surtout une attractivité incroyable pour le pays. Donc cette perception, elle est malgré tout, même si elle est perceptible, elle est malgré tout en décalage avec la réalité de terrain. L'autre chose aussi que j'aimerais rappeler, c'est que lorsqu'il y a des réformes économiques ou des grands projets dans le pays, on met entre 12 et 18 mois à en percevoir les effets. Donc moi, j'aimerais, évidemment, on n'a pas de boule de cristal ici sur le plateau, mais si aujourd'hui on est à 46, je voudrais aussi rappeler que cet indice de perception, il va de 0 à 200. À 200, on est super optimiste. À 0, on est super pessimiste. Donc, quand on est à 100, on est à peu près neutre. 46,6, c'est très bas. Mais il était à 45,3 l'année passée. Alors, c'est une augmentation significative, mais elle est là. Et pour moi, elle est due... Vous voulez dire que ce n'est pas une augmentation significative? Vous avez dit que c'est une augmentation significative. Sensible. On parle d'un point. Je dirais sensible, mais elle est là. Puisqu'on parle de perception, je pense que la perception sur la partie psychologique, elle est intéressante. Un autre indicateur dont je pense qu'on va parler ici aussi, et qui joue sur le moral des Marocains, c'est la pluie. On peut aussi s'en servir comme indicateur. On a vu tellement d'années sans pluie, la sécheresse a un impact incroyable sur l'économie d'une manière directe et sur le moral et même sur les déclinaisons stratégiques du pays. On a eu une super année, les barrages sont remplis à 45 ou 46%. Donc je pense qu'il faut tenir compte de cet indice, mais ça ne doit pas impacter la vision stratégique du pays qui, à mon avis, dans les mois qui suivent, s'inscrira dans un optimisme généralisé. En d'autres termes, vous êtes en train de nous dire que la perception des ménages est faussée par rapport, ou en tout cas ne serait pas fidèle à la réalité. Est-ce que si c'est ça que vous êtes en train de nous dire, ça voudrait aussi, en suivant votre logique, ça voudrait dire que lorsque le baromètre était bon, ils avaient tort? Alors, je vous vois venir. Je ne dis pas qu'elle n'est pas fidèle à la réalité. Je dis qu'elle est un peu en décalage avec la réalité. Et puis, naturellement, au Maroc, puisqu'on n'a pas de filet social, dès qu'il y a une variable économique, la bouteille de gaz augmente un peu, le prix de la farine augmente un peu, et le carburant qui augmente un peu. Alors, un peu pour certains, c'est beaucoup pour d'autres. Forcément, ça fait peur parce qu'encore une fois, on n'a pas de filet économique. On n'a pas d'allocation familiale, on n'a pas ce type... On a les allocations familiales, on a les IPE. Mais elles ne sont pas, encore une fois, assez solides pour pouvoir soutenir un ménage qui pourrait avoir un accident de la vie. Donc je peux comprendre... Donc a priori, ils auraient raison, si ce filet n'existe pas. Que les ménages soient dans une sorte de peut-être défiance, mais en tout cas dans une sorte de panique presque interne, en tout cas, ou peut-être même pas panique, en tout cas une certaine peur de l'avenir, c'est peut-être justifié, parce qu'il n'y a pas justement ces filets sociaux. Non, je disais... Selon vous, encore une fois. La perception est justifiée, il faut en donner l'explication, mais selon moi, la perception ne reflète pas la réalité. Alors, le point est clair. Aziz Saïdi, vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Khalid Boukhsi? Comme votre émission l'indique, pas du tout. En fait, si j'ai bien compris, c'est que on fait mentir cette perception, puisque in fine, l'ICM, c'est quelque part un indice qui est là pour jauger de cette perception des Marocains. À mon sens, au contraire, c'est un cri d'alarme qu'il faut écouter. Il faut pas prendre cet indice et cette dégringolade. Comme vous l'avez dit, on a perdu plus de 40 points depuis 2018. Certes, il y a eu Covid depuis. Entre autres, bien évidemment. Mais le gouvernement parle de reprise, vous comprenez? Absolument. Et d'ailleurs, je pense que le chiffre, c'est pas un point de reprise, c'est 0,1. Merci. C'est 46. Non, c'est un peu plus. On est à 46,1. En tout cas, on va pas c'est vraiment 0,1. Il a raison. En fait, j'ai pas voulu vous reprendre sur ça. J'étais gentil. On va pas chipoter par rapport aux chiffres, mais en tout cas, moi,
pour moi, ce qui est intéressant à percevoir, c'est justement cette perception des Marocains qui envoie un cri d'alarme. Parce que, moi, j'ai envie de dire, et peut-être qu'on va aller directement de but en blanc à l'objet même de la discorde qu'il pourrait y avoir, c'est que on ne dit pas que le gouvernement ne fait pas bien son travail. On peut dire que le Marocain ne perçoit pas, parce qu'il perçoit un décalage, ou même, je pourrais même parler de dissonance cognitive entre un gouvernement qui, rappelons-le, dans sa politique de déclaration générale, avait dit millions d'emplois et qu'on en a détruit l'année dernière. Là, cette année, c'est 80 000, 2024, c'est 80 000 de créés, mais c'est très en deçà des arrivées sur le marché du travail de la population active marocaine. Donc forcément, quand on a un discours qui est très optimiste, où tout va bien, il y a une reprise et tout ça, et qu'en même temps, on n'en ressent pas les faits, on a l'impression d'être devant une dissonance cognitive, et ça inquiète d'autant plus. J'ai envie de dire que, j'aime toujours citer cet exemple de Churchill, quand il a pris le pouvoir, le pouvoir au début de la Deuxième Guerre mondiale, il avait dit dans son discours de politique générale, je vous promets de la sueur et du sang. Ouais. C'est-à-dire qu'il a eu un discours de vérité qui lui a permis d'avoir une adhésion globale de la population britannique pour pouvoir affronter les difficultés. Moi, j'ai l'impression que les Marocains, ce qu'ils expriment à travers ces chiffres, et d'ailleurs on rentrera dans le détail, c'est plus le fait qu'il y a un décalage entre la réalité qu'ils perçoivent et ce qu'ils voient par rapport à la communication gouvernementale. Et que, justement, ce décalage ne peut être exprimé. Il ne s'exprime pas dans la rue en battant le pavé, il s'exprime dans un sondage. On peut parler de l'échantillonnage, bien évidemment, c'est quelque chose qui est logique. Qui n'est pas détaillé. Bien évidemment, mais on peut en parler, on peut rentrer dans le détail. Ça, c'est un détail de statisticien. Mais par contre, force est de constater que ce n'est pas l'ICM, c'est pas le seul indice qui est en dégringolade. Il y a beaucoup d'autres, il y a une série d'indices qui sont en dégringolade et qui font que le ton général, c'est une sorte de perte de confiance, c'est une sorte même de résignation de la part des Marocains, parce qu'ils expriment cela sans forcément dire qu'ils sont contre quelque chose ou contre le travail du gouvernement. C'est une manière pure et simple de dire ce qu'on ressent, c'est-à-dire une précarité par rapport à ça. Vous l'avez dit, le fil social, il n'est pas assez développé encore, bien évidemment. Le chantier n'en est qu'à ses balbutiements. C'est un grand chantier, bien évidemment. Mais c'est un chantier qui est venu en décalage par rapport à d'autres politiques, notamment de libéralisation des prix des hydrocarbures ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on a enlevé, on n'a pas remis en même temps on n'a pas joué en même temps sur les deux leviers. Ça a pris beaucoup plus de temps. Et peut-être que justement, ce décalage, il vient de là. On pourra rentrer après dans le détail. Mais là où le plus important pour moi, c'est de ne pas dire cette perception est faussée. C'est de dire j'ai écouté ce message que nous adressent les ménages marocains. Mais pour ceux qui vous disent justement que ce n'est pas fidèle à la réalité et qui arguent par exemple qu'auparavant on n'avait pas l'assurance maladie pour tous, aujourd'hui c'est un acquis, on n'avait pas la même qualité d'IDE, aujourd'hui c'est un acquis, on n'avait pas la même qualité de PIB, on a triplé voire quadruplé notre PIB en 20 ans et là c'est pratiquement aussi un acquis. Ce sont des faits économiques qu'on peut difficilement nier, Aziz Saïdi. Et ça dénote aussi d'une qualité de vie. Pas plus tard qu'il y a une semaine, on parlait aussi de la revalorisation des salaires dans la fonction publique, dont la moyenne serait plus ou moins supérieure à 10 000 dirhams. Ça n'existe pas dans les autres pays du Maghreb. On fait figure pratiquement d'exception. Et donc, le niveau de vie, il augmente a priori. Les gens devraient être contents. Le niveau de vie augmente, c'est relatif. En tout cas, ça me rappelle une citation d'un économiste ivoirien dont le nom m'échappe en ce moment, c'est qu'il avait dit « La croissance ne se mange pas. Il ne suffit pas de créer des chiffres de production, de croissance, d'avoir un PIB. » Enfin, d'ailleurs, la croissance, elle est en deçà de ce que devrait avoir le Maroc pour pouvoir remplir les objectifs qu'il a, et notamment des objectifs de couverture sociale universelle et tout ça. On a besoin de points de PIB en plus. Hein. Mais avec les 4,3, avec 3,5, en oscillant entre 2 et 5, on est en deçà. Mais cette croissance, on a l'impression qu'elle n'a pas l'impact idoine et qu'on est dans un enfin, je n'ai pas envie d'utiliser des gros mots, mais en tout cas de parler d'un Maroc à deux vitesses, où il y a des gens, bien évidemment, il est difficile
pour un Marocain qui a vécu ces dernières décennies de ne pas voir la différence. Il y a en termes d'infrastructure, en termes d'investissement. Mais c'est là le paradoxe. Il y a des choses. Il est là le paradoxe. Oui, C'est-à-dire que ça va mieux, et on le voit dans notre quotidien, mais en même temps, les chiffres d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, montrent qu'il y avait plus d'optimisme alors qu'on avait beaucoup moins. C'est ça, le sujet, il est là. Parce qu'on a changé de génération, c'est important. On est dans un environnement globalisé où les réseaux sociaux permettent d'avoir accès à l'information en temps réel. Cette génération, et notamment de jeunes Marocains, c'est à eux que mon souci s'adresse en priorité. Cette génération, elle n'a plus les mêmes pairs, les mêmes comparables. Elle ne va pas dire parce que le voisin algérien ou le voisin tunisien va mal et que moi je vais un peu mieux, c'est bon. C'est pas du tout le cas. Maintenant, on se compare avec. En fait, la comparaison, elle est devenue mondiale. Ouais. Et peut-être que ailleurs, enfin justement, cette perception, elle existe aussi. Moi, les indices de perception et de morale des ménages européens ne sont pas bons non plus. Il faut pas se leurrer. Mais par contre, la perception, encore une fois, qu'on a en tant que Marocain ou jeune Marocain, c'est de voir qu'on mérite mieux, on mérite machin, et force est de constater qu'on a les moyens de faire mieux. Bien évidemment, la critique est aisée, le travail est difficile. C'est la raison même de ce débat, je pense, de pouvoir exprimer cette pluralité de points de vue. Mounay Monawar, justement, on mérite mieux, c'est ce qu'on nous a promis d'ailleurs. On nous a dit on méritait mieux. Comment vous expliquez en tout cas ce recul de cet indice en particulier, qui a perdu encore une fois en 6-7 ans la moitié de sa valeur intrinsèque, j'ai envie de dire. Alors, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit dans l'édito, notamment en démarrant avec M. Fouadamor, qui expliquait qu'effectivement des programmes ont été mis en place pour juguler cette baisse d'indice. Dans les faits, un ménage sur deux aujourd'hui explique s'endetter ou avoir recours à ses économies pour pouvoir vivre aujourd'hui. C'est un fait. Ce n'est pas une perception, même si les infrastructures ou si le pays avance, effectivement les IDE augmentent, force est de constater aujourd'hui que 80% des Marocains disent ne pas pouvoir épargner et remettre à plus tard un achat durable type appartement ou autre. Ce sont des faits. Nous sommes loin de la perception, mais comme disait M. Saïdi, je pense qu'il y a un Maroc à deux vitesses. Le Maroc des chiffres et le Maroc de ce que vivent les Marocains au jour le jour. Les IDE sont bons, nous nous développons économiquement de manière industrielle, les infrastructures, nous accueillons de grands événements et nous allons accueillir des événements dans les 5 prochaines années, mais force est de constater que les faits sont là. Ensuite, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Mme Khadija Genati Idrissi, en expliquant qu'au niveau industriel, les entreprises font le grand écart aujourd'hui entre compétitivité et cohésion sociale. Je pense qu'on va en parler sur le plateau aujourd'hui. Est-ce que les entreprises doivent obligatoirement faire ce travail ou est-ce que ce n'est pas à l'État, au gouvernement, d'aider les entreprises, le tissu industriel à assurer une compétitivité au niveau international ainsi qu'une cohésion sociale de tout le peuple marocain. C'est le travail justement de tout ce qui est impôt et redistribution de l'impôt a priori. Ça, c'est pas le travail des entreprises. Justement, c'est pour ça quand je vois Mme Genati Idrissi me dire que ce sont les entreprises qui font ce travail-là, j'ai un souci. Pour moi, c'est le gouvernement qui doit assurer ce travail de cohésion sociale. Les entreprises doivent s'assurer d'avoir des compétences marocaines formées qu'elles peuvent faire travailler pour être compétitives au niveau national et international. Peut-être une réaction, Khalid Bouk, si vous voulez réagir. Oui, je voudrais réagir parce que du coup, c'est moi qui m'inquiète. J'ai l'impression qu'on n'évolue pas dans le même pays. Et heureusement, je suis d'un naturel optimiste parce que vous m'auriez fait déprimer à la fin de cette émission. Je vous taquine un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner un exemple concret de perception. Casablanca est embouteillé en ce moment. Vous rentrez, vous sortez de Casablanca, c'est l'horreur. Et on se dit, mais on n'avance pas à Casablanca. Mais pourquoi on n'avance pas à Casablanca ? Parce qu'on a une politique de grands travaux d'infrastructures routières qui vont permettre de bien avancer par la suite. Vous voyez, ce problème de perception que l'on a vis-à-vis des infrastructures et de la circulation, c'est le même vis-à-vis de l'économie. Vous avez dit, M. Lemnoir, qu'il y avait un Maroc à deux vitesses. Moi, je dirais qu'il y a un Maroc qui sait, un Maroc qui ne sait pas. S'il y a une tare
un défaut ou une critique que je devrais faire à l'égard du gouvernement, c'est son manque de pédagogie et de communication. C'est-à-dire que même sur cette politique de grands projets, d'infrastructures, d'attractivité qu'on a avec, on reçoit la Coupe d'Afrique des Nations qu'on organise, la Coupe du Monde, etc., il n'y a pas de pédagogie qui a été faite vis-à-vis des ménages. Et le problème, c'est que donc, du coup, cette perception... Oui, excusez-moi, mais ça servirait à quoi de faire de la pédagogie? Ils ont besoin de salaire, ils ont besoin d'argent. Mais justement, quand on fait de la pédagogie, c'est une excellente question. Il y a, cette année, je crois, 150 ou 200 entreprises qui se sont installées de l'étranger, qui créent entre 250 et 1000 emplois au Maroc, sur la partie industrielle. On pourrait aussi en parler. Vous avez parlé de la dégradation de l'emploi. On a créé 94 000 entreprises cette année. Le chômage est à 13%. Moi, je vous mets au défi autour de cette table de me dire qu'est-ce qu'il y a dans les 13% de ce chômage. Parce que, si je prends l'exemple de mon cabinet, on a un département recrutement. On recrute pour nos entreprises clientes, des entreprises qui sont marocaines, des entreprises qui sont étrangères. Nous avons du mal à recruter. Pourquoi? Pas parce qu'on n'a pas les compétences au Maroc, c'est parce que la perception de l'emploi a changé. Vous avez parlé de la jeunesse tout à l'heure, et il y a un fait très intéressant. J'étais, je ne sais pas si on dit Jitex ou Jitex à Marrakech. Je n'ai jamais vu autant de jeunes entreprises marocaines. Aujourd'hui, le jeune marocain compétent choisit aussi de créer son emploi. Donc celui-là, vous l'inscrivez dans quel chiffre? Il n'est pas dans les chiffres du chômage, il n'est pas dans les chiffres de l'emploi, il n'est pas forcément dans les chiffres de créateur d'entreprise, mais il crée de la valeur et il crée de la richesse. Et aujourd'hui, je vous assure que lorsqu'on est en phase de recrutement, on se heurte aussi à ça, où le jeune marocain, qui est extrêmement compétent, diplômé et formé, eh ben, il a le choix. Et quand je dis formé, même là, il y a une évolution. On est passé de la formation qui était gérée par l'État, l'OFPPT. Maintenant, on a des cités, des métiers et des compétences dans chacune de nos régions. Et on forme à tous les métiers possibles qui sont propres à faire avancer le Maroc. On forme à l'agriculture. On est en train de relancer le textile. Donc, pour ça que je vous dis que là où la pédagogie est mauvaise, c'est toutes les disponibilités qu'il y a dans le pays qui ne sont pas forcément communiquées. Et quand je dis disponibilité, on a aussi un problème de mobilité nationale. Dans notre culture marocaine, on est dans une région, on essaye d'y rester. Alors que peut-être que parfois, la formation que j'ai eue à Agadir, je serais utile à Tanger. Ce que j'ai fait à Tanger, je pourrais être utile à Dakhla. Donc vraiment, je pense qu'il y a un décalage dans la perception. Je ne suis pas sûr qu'il faille être si pessimiste que ça. Et pour reprendre l'exemple des travaux routiers, bien au contraire, moi je pense que dans les mois et dans les années à venir, peut-être qu'on passera de 46 et qu'on retrouvera les fameux 80 de 2018, qui est assez loin d'ailleurs. Aziz Saïdi, est-ce qu'on peut continuer aujourd'hui, autant que gouvernement, est-ce qu'il est possible de promouvoir l'idée d'une classe moyenne solide lorsque 88% justement des ménages affirment ne pas pouvoir épargner et que seuls 2,2% justement de personnes y arrivent réellement dans notre pays, selon encore une fois cette dernière livraison du HCP? Je vais vous répondre sur la classe moyenne, mais d'abord, si vous en permettez, je peux réagir par rapport. Non, pas du tout. D'abord, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il faut être lucide. Ça, c'est avant tout. Par rapport à la question de la mobilité à Casablanca, c'est une question qui me tient à cœur parce qu'on a travaillé dessus. S'il y a cette perception, parce qu'il y a un vrai problème et parce que normalement il doit y avoir un plan de mobilité urbaine à Casablanca qui n'a pas, Pas qu'urbaine, interrégional aussi. Interrégional, mais on parle de problème de plan de mobilité urbaine à Casablanca. Et ça, c'est répertorié avec les chiffres. On avait besoin d'un certain nombre de lignes de bus, de certaines qui ne sont pas là. On est très en deçà de l'offre normalement de transport commun qui devrait être sur eux. Bien évidemment, je ne renie pas le bienfait qu'a fait par exemple le tram sur la mobilité, et ça c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais moi je parlais de la culture de mobilité, c'est-à-dire d'être capable de quitter sa région, il est dans une région où il y a plus d'emplois. Au début, ce que je disais, je ne parlais pas de mobilité interrégion, mais plutôt de mobilité interne à la ville. Il y a un plan de mobilité urbaine où justement le transport en commun qu'il doit y avoir, les lignes de bus, etc., ne sont pas suffisantes et sont très loin en deçà de... Et ça crée... Donc là, c'est un cas d'espèce où la perception rejoint la réalité. Parce que moi, je pense à la personne qui habite dans des quartiers éloignés du centre-ville et qui est obligée de prendre trois moyens de transport par arrivée à son lieu de travail, ça crée un problème et forcément, il y aura des embouteillages. Par contre, si on avait des... Donc, c'est toujours dans une perspective d'avoir une meilleure situation. C'est ça. Et je pense que
le débat, il est là, et la frontière entre nous, la frontale entre nous, elle est là, justement. Moi, cette perception, je la prends comme un indice qui va m'amener vers une vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais en tout cas, c'est la vérité de celle qui l'a exprimée. Et donc, forcément, je la prends comme un indice pour arriver à une vérité plus absolue. Et surtout, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir continuer. Bien évidemment, l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose de très difficile. Je ne dis pas le contraire. Mais pour pouvoir réorienter les choses, cette perception et la culture du feedback, elle est très importante. Vous disiez tout à l'heure que le gouvernement a manqué de pédagogie. Moi, je pense qu'il a manqué d'écoute, plus que de pédagogie, et elle a manqué de cap. Parce que quand on arrive avec une déclaration de politique générale, avec des chiffres aussi dithyrambiques, et qu'au final, on se retrouve à détruire de l'emploi, je ne dis pas que c'est la faute du gouvernement, encore une fois, mais il y a une dissonance dans le discours. C'est ça qui est... Mais est-ce que vous avez l'impression que le Marocain de base, le Marocain moyen, est-ce que vous pensez véritablement qu'il s'intéresse à ces 1 million d'emplois qu'on lui a promis, ou est-ce qu'il regarde surtout sa situation à lui? Parce que les promesses du gouvernement, voilà, ça fait 3 ans déjà. Est-ce qu'on retient cela, ou est-ce que c'est juste dans les salons marocains qu'on discute de ces éléments où on voit véritablement cette différence entre ce qui a été promis et ce qui aujourd'hui est en train d'être observé sur le terrain? Tout à fait d'accord. Le Marocain lambda, il va pas lire la déclaration de politique générale, il va pas lire tous les programmes, bien évidemment. Mais par contre, et d'ailleurs, les chiffres, ils commencent à dégringoler en 2018. C'est pas, le gouvernement actuel n'était pas en place. Donc ça c'est évident. Mais par contre, il y a un désenchantement. Et ça, il faut l'écouter. Et on voit que, en fait, on n'écoute plus le discours officiel du gouvernement, de porte-parole du gouvernement. D'ailleurs, on n'a plus le même rapport à la parole gouvernementale qu'avant. Je pense que ça, c'est une réalité. Et à mon sens, le problème, il ne vient pas, il vient peut-être, comme vous l'avez dit, d'un manque de pédagogie, mais surtout un manque de cap clair dans l'action gouvernementale, et puis surtout un effet d'exemple. Parce que quand on voit, moi je ne veux pas rentrer dans ça, et c'est pas pour retirer sur des ambulances, mais quand on voit la valeur d'exemple de la représentation, quand on voit des élus qui ont des affaires ou des choses comme ça, le Marocain se dit, moi je suis dans des situations difficiles, et les élus en profitent. Pour revenir sur ça. Mais très rapidement, parce que vous avez. C'est par rapport à votre question. Il faudrait que je puisse donner aussi la parole aux autres intervenants, mais très rapidement sur la classe moyenne. On nous parle de cette classe moyenne, on fait la promotion de la classe moyenne, mais 88% de la population, selon la livraison encore une fois du HCP, n'arrive pas à épargner, n'arrive pas justement à dépenser de l'argent, ils retardent même des achats. Et avec cela, on continue de nous parler de la classe moyenne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quelque part qu'il y a un moment où on se perd un petit peu, on ne comprend pas trop entre le discours qu'on nous sert et la réalité, encore une fois? C'est très difficile. Enfin, la définition de la classe moyenne, elle varie de l'un à l'autre. Je sais que, vous savez tous, avec le rapport du HCP de l'Halimi il y a quelques années, qui avait utilisé une forme gaussienne, une trajectoire gaussienne pour dire que c'était à peu près 4 000 dirhams par foyer ou quelque chose comme ça, par mois. Et je pense qu'on se trompe si la classe moyenne, on la prend sur la base de chiffres purs ou bruts, comme ça. La classe moyenne, c'est de pouvoir avoir des loisirs, c'est de pouvoir voyager, c'est de pouvoir épargner. Et quand on n'a pas ça, et quand on a, au contraire, avec ce qu'on a vu de maintenant sur les chiffres qui viennent de sortir, où on a des ménages qui commencent à faire des arbitrages sur l'alimentaire, on ne peut plus parler de classe moyenne. Très bien. Le point est clair. Khalid Bouk, si vous voulez réagir. C'est important de parler de classe moyenne parce qu'encore une fois, moi je me demande qu'est-ce qu'on définit par la classe moyenne. Il y a un indicateur de terrain, et j'aime bien parler du terrain plutôt que juste des statistiques. Quand vous allez voir les concessionnaires automobiles, ils n'ont jamais vendu autant de voitures, et je parle de voitures qui sont abordables entre 100 et 200 000 dirhams. Donc c'est plutôt, à mon avis, la classe moyenne qui achète ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé de loisirs. Entre 2018 et maintenant, la société marocaine a changé dans son mode de consommation aussi. Alors effectivement, il y a besoin de plus d'argent parce qu'il y a plus de besoins, mais les dépenses ont totalement changé. Avant, la priorité était le logement tout de suite. Aujourd'hui, on a une transformation de la consommation intérieure du pays, et ça ressent même sur la partie touristique. On a une offre touristique différente, et les Marocains aujourd'hui consomment beaucoup plus qu'avant. Donc forcément, quand vous avez des revenus qui n'augmentent pas aussi vite que vos besoins en matière de consommation, forcément la perception peut être négative. Et c'est toujours plus difficile pour celui qui attend, évidemment. Relancer l'économie du Maroc via justement la consommation interne, avec ces données, est-ce que c'est antinomique ou pas ?
Non, pas du tout, bien au contraire. Pour moi, c'est la consommation qui va d'abord booster le moral, évidemment. Mais elle est en baisse et les gens ne font plus leurs achats. Ils retardent justement les équipements, les biens, etc. Donc voilà ce qui ressort de ce rapport. On remet à demain ce qu'on peut acheter aujourd'hui. Ça traduit quand même une inquiétude. Alors, il ne faut pas que ce que je vais dire soit mal compris. Ouais, en tout cas, il sera retenu contre vous. Et j'assume parfaitement. Évidemment qu'on doit arbitrer. Mais aujourd'hui, si j'ai oublié l'exemple des voitures, je prends l'exemple de l'éducation. De plus en plus, les ménages délaissent l'éducation publique. Vous voyez, un nouveau secteur de dépenses qu'on n'avait pas avant, même chez les ménages moyens, et je ne sais pas ce qu'on peut dire en dessous de moyen ou moyen moins, aujourd'hui, l'une des priorités, c'est l'éducation. Il y a de plus en plus d'écoles privées, et c'est devenu une dépense supplémentaire. Donc, si vous prenez entre 2018 et maintenant, il y a une augmentation de, je crois que c'est à peu près 30%, ce sont les chiffres du ACP, des gens qui mettent leurs enfants dans les écoles privées. Donc, avant, je n'avais pas cette dépense-là. Maintenant, elle s'inscrit aussi dans mon budget. Mon budget, lui, il n'a pas augmenté de 30%. Donc, forcément, j'ai une dépense supplémentaire. Donc ma perception, elle est forcément négative. Mais le Marocain, et c'est très bien, du fait qu'on est en train d'éduquer notre population à suivre justement la dynamique du pays, il est de plus en plus exigeant, de plus en plus consommateur, de plus en plus exigeant vis-à-vis de l'éducation de ses enfants, parce qu'il ne veut pas donner à ses enfants la même situation que lui, il a eu. Forcément, ça fait des postes de dépenses supplémentaires. Vous voulez réagir, Monet Mounawar? Et aussi, peut-être cette question, comment est-ce qu'on peut interpréter que 42% pratiquement des ménages soient contraints de s'endetter ou à puiser dans leurs réserves, là où on voit que le crédit à la consommation, lui, n'augmente que de 4,5 par an au Maroc. Donc, ce n'est pas une augmentation extraordinaire. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans des circuits hors banque et hors justement tout ce qui est institutionnel et qu'on peut voir et qu'on serait éventuellement sur des modes de financement alternatifs et qui n'apparaissent nulle part dans les radars officiels, j'ai envie de dire? C'est exactement dans ce sens-là que je disais à M. Bouxib, le Maroc à deux vitesses, ce n'était pas du tout pour prendre qui que ce soit au dépourvu, mais il y a vraiment le Maroc des chiffres, des institutions, nos banques vont bien, nos entreprises vont bien, le développement des IDE est bien, mais il faut regarder la réalité du terrain. Justement, on parlait de classe moyenne, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on place la classe moyenne. Ce que je sais, c'est que nous sommes un pays agricole avec plus de la moitié de la population qui est dans les campagnes. Celle-ci, croyez-moi sur parole, son objectif, c'est pas le tourisme, c'est pas où est-ce que je vais aller en vacances avec les enfants cet été, etc. On a une manière de penser, je trouve, sur le plateau aujourd'hui, un peu citadine. Le fait est que ces gens-là regardent tous les jours comment ils vivent. Et comment ils vivent, quel est leur panier moyen. Je me suis amusé à faire l'exercice de parler avec mes employés de maison avant de venir, à leur poser la question, qu'est-ce que vous trouvez cher? Ils me disent, mais on trouve tout cher. Je dis, mais donnez-moi un exemple concret. Chaque matin, on se réveille, il y a quelque chose qui augmente. Ils ont expliqué le syndrome, la bouteille de gaz. Alors, comme disait M. Bouxib, 10 dirhams, c'est pas grand-chose, mais quand on passe de 40 à 50 dirhams, et ils me disent, voilà, au 1er mai, a priori, il n'y a eu aucune augmentation, mais on n'arrête pas d'entendre qu'il va y avoir une augmentation de 10 dirhams supplémentaires, mais qui va être faite dans les jours ou les semaines à venir. Ça fait 50%. Nous sommes obligés d'entendre ces personnes-là qui, pour moi et à mon sens, représentent la majorité du Maroc. Je ne pense que vous et nous, autour de la table, nous ne représentons pas le Maroc. Très sincèrement. Ça serait prétentieux. La parole, hein. Voilà, ça serait prétentieux de la part de tout un chacun de représenter l'ensemble de la population. Et ils ne sont pas majoritaires. C'est 40%, 60%. 60% pour l'urbain et 40% pour le rural. Mais bon. Dans ce sens-là, c'est le Maroc qui nous fait vivre. On a une politique forte sur l'agriculture, le développement de l'agriculture. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas une paupérisation du milieu rural et avec un exode rural trop important. Ça, c'est ma manière de voir la chose, parce que je pense qu'on doit développer tous les secteurs de l'économie marocaine, primaire, secondaire et tertiaire. C'est la première chose. La deuxième chose, lorsque, effectivement, les Marocains s'endettent ou font appel à leurs économies, nous avons un problème. M. Bouxib dit effectivement, les Marocains font attention à où est-ce qu'ils mettent leurs enfants, et c'est une dépense supplémentaire. Mais c'est grave de penser ça. Où est l'école publique? L'école devrait être gratuite et donner le savoir à toute notre jeunesse. Il ne devrait pas y avoir un business des écoles privées. Il y a un problème.
Aziz Saïdi, je vous laisse réagir très rapidement, s'il vous plaît, parce que je voudrais passer aussi à d'autres éléments. Cette question de l'école publique, elle est pour moi centrale. On en discutait avant de passer en direct. La question, c'est le terrain où se retrouvent les citoyens de tous les horizons. Et donc forcément, le fait de pousser cette école privée et avec cet échec flagrant de l'école publique, parce que si ces gens quittent l'école publique, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est parce qu'ils voient que la seule ambition qu'ils pourraient avoir d'ascenseur social on a l'impression que c'est plus possible. Il y a quelques décennies, on pouvait, grâce à l'école publique, grâce à l'université, faire son ascenseur social sans problème. Aujourd'hui, on a l'impression que cet ascenseur social, il est en panne et que la seule issue, c'est de passer par le privé, et encore, parce que le privé, il y a des niveaux. Et ça, c'est une question centrale. Parce que quand on parle de... j'ai l'impression qu'on a oublié ce fameux rapport sur le nouveau modèle de développement qui disait que l'homme devait être au centre du développement. Justement, tant mieux, pendant 2 décennies, on a beaucoup avancé sur les infrastructures, sur les IDE, sur l'industrialisation. C'est très bien. Maintenant, on sait très bien qu'on ne peut pas passer de cap de développement si on ne s'intéresse pas à l'humain. Et l'humain, ça passe d'abord par ça. Ça passe par l'éducation. Et cette éducation, non seulement l'école publique devrait être renforcée et justement avoir les moyens pour pouvoir assumer tous les nouveaux arrivants, mais aussi elle doit être ce lieu de rencontre, de citoyenneté qui va fonder justement le Maroc de demain. Et pour moi, c'est un discours qu'on pouvait dire et avoir il y a déjà 20 ans, il y a déjà 30 ans. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de 2018-2024 perdre 50% de la base qu'on avait. L'échec de l'école publique, c'est vrai qu'il date depuis quelques décennies. Mais par contre, l'accélération du scolaire privé, c'est quelque chose qui a sur les 5 dernières années, c'est incroyable. Les chiffres sont phénoménaux par rapport à ça. Et je parle pas sans rentrer dans les chiffres de déperdition, mais les chiffres de transfert vers le privé sont importants. Vous les avez, ces chiffres ? Je n'ai pas de. C'est un sentiment aussi ? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de chiffres sur moi, c'est-à-dire je les ai pas en mémoire, mais je sais, j'avais vu des documents où il y avait des chiffres, où il y avait ces chiffres sont importants. Et de toute façon, comme vous l'avez dit, si on reste rien que sur la perception, vous demandez autour d'autres, bien évidemment, on ne représente pas tout le monde, mais autour de nous, on voit que des gens qui habituellement allaient vers le public, maintenant vont vers le privé. Pas forcément du privé de qualité, hein, mais c'est. Et c'est un poste important dans le panier du ménage, parce que quand on a, comme vous l'avez dit, 30% de plus sur la facture de l'éducation, encore 30% par rapport à ceux qui sont restés dans le privé. Alors imaginez ceux qui viennent de la gratuité. Forcément, il va falloir faire un arbitrage par rapport à autre chose. Aziz Saïdi, qu'est-ce que vous avez envie de répondre aux gens qui vous disent que si on n'avait pas un taux de chômage à 13%, si c'était aux alentours de 8-9%, comme ça l'a été il y a encore à peine quelques années, cet indice aurait été pratiquement de 80-85%, comme en 2018, comme en 2017. Et que le véritable point sur lequel, justement, il y a une petite crispation, c'est l'emploi. Et que comme le gouvernement n'arrive pas à résoudre ou à résorber ce problème, il nous a présenté, il y a encore quelques jours, une stratégie pour l'emploi, une feuille de route pour l'emploi et donc contre le chômage à horizon 2030, c'est-à-dire quand il ne sera plus là. Éventuellement, on ne sait pas. Sachant qu'il en avait fait une priorité et qu'il y avait déjà un plan. Et donc là, on se retrouve... Non mais le vrai sujet, est-ce que c'est le chômage ou pas ? Oui, bien sûr. Le chômage, c'est quelque chose... Le sujet de l'éducation, on parlait de consommation, on parlait de choses, et puis on parlait de projection vers l'avenir, parce que c'est d'ascenseur social et tout ça. Mais par contre, le chômage, c'est un problème criant aujourd'hui. Je pense que, vous l'avez dit, les créations d'emplois, rappelons-le, 80 000. Vous avez dit 90 000 créations d'emplois. 95 000, oui, effectivement. Et 80 000 emplois. Est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Je vais vous répondre. On a parlé d'agriculture, on a parlé d'industrie. Secteur que je connais très bien, l'agriculture. Bon, vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Ça, c'est Mnawar, la pluviométrie, bien sûr. Monsieur Mnawar, qu'on ne représente pas forcément tout le Maroc ici. Moi, j'ai la chance de travailler dans tout le Maroc. Et un des problèmes de l'agriculture, si vous parlez aux jeunes, ils n'ont pas envie de travailler dans l'agriculture. Parce que c'est paisible et c'est comme ça. C'est une tendance mondiale, c'est pas propre au Maroc. Donc ces jeunes, vous les retrouvez en ville et ils veulent d'autres métiers. Un autre exemple ici,
où on a des défaillances énormes d'entreprises, c'est dans les zones industrielles de Casablanca, vous avez à peu près 11% du PIB marocain. Vous savez qu'il y a des entreprises qui meurent avec 300, 400, 500 salariés. Est-ce que vous savez pourquoi ? Faute de transmission, parce que les gens ne veulent pas reprendre. Donc on a aujourd'hui une jeunesse qui aspire à de nouvelles choses, de nouveaux modes de consommation, un nouveau mode de vie. Et donc, je suis désolé, mais je trouve ça un peu prétentieux de vouloir décider de la place des Marocains. Ils n'ont pas envie de mettre leurs enfants dans une école publique qu'ils jugent plus haut niveau. Ils ont envie d'un avenir pour leurs enfants. La seule offre qu'ils ont tout de suite, c'est l'école privée. Et donc, le temps de réformer l'école publique, ils n'ont pas envie de sacrifier la jeunesse de leurs enfants. Et je les comprends parfaitement. Et il y a des modèles qui fonctionnent. Il a été difficile, on a essayé pendant des années de réformer l'hôpital public. On n'y arrive pas. Aujourd'hui, on voit des cliniques privées qui poussent. On a en même temps l'assurance maladie obligatoire qui trace son chemin. Les dispositions se font de plus en plus. La qualité de la médecine se fait aussi. N'oubliez pas qu'il y a quelques années encore, beaucoup allaient se faire soigner à l'étranger. Aujourd'hui, on se fait soigner au Maroc. Et aujourd'hui, mieux encore. Moi qui travaille beaucoup en Afrique, les Africains viennent se faire soigner au Maroc. Donc, les chiffres sont une chose. Moi, ce qui me dérange, c'est j'aimerais qu'on aille un peu plus dans le détail sur la définition qu'on a des chiffres. 13% de chômage, c'est quoi ? Mais qui vous mettez au chômage ? Est-ce que je mets le bac plus simple qui vient de quitter l'école, qui n'a pas envie de travailler dans tel ou tel métier ? De plus de 15 ans. Oui, mais ça, vous en avez qui sont... La statistique, elle est gérée de cette manière-là, s'agissant de l'emploi et du chômage. Oui, mais justement, le chiffre ne peut pas être bon parce que vous avez beaucoup de gens qui travaillent en indépendant, qui sont ni inscrits dans la liste des demandeurs d'emploi ou des chômeurs et qui ne sont pas inscrits non plus au registre du commerce. Donc ceux-là, vous les mettez où ? Alors qu'ils créent de la richesse et qu'ils ont créé leur propre emploi. Donc c'est pour ça que je pense que, puisqu'on parle de perception et d'indice de consommation, on doit changer notre perception ou redéfinir en tout cas l'image ou le chiffre qu'on met derrière l'indicateur chômage. Monet Monawa, peut-être une réaction. Bien sûr. Alors, j'aimerais pas que M. Bouxi pense que je suis en confrontation avec lui. Je suis d'accord avec certains points qu'il a dit. Maintenant, toute la population rurale ne souhaite pas ne pas rester dans la ruralité. On a tous des gens que l'on connaît autour de soi. J'aime aller me promener à la campagne et ce n'est pas le cas. Par contre, la pénibilité, effectivement, certes, comment nous accompagnons ces gens pour éviter cette pénibilité, pour aller sur des cultures ou sur une agriculture qui puisse être, je dirais, rentable pour eux, c'était le plan Maroc vert. Le plan Maroc vert, il a été prouvé qu'il a été plus utile à de grandes entreprises plutôt aux petits fermiers, aux petits paysans. Et le stress hydrique, vous en faites quoi ? Comment on fait avec ça ? Le stress hydrique, c'est une donnée qu'aucun gouvernement... Alors, je ne pense pas que M. Arnouch ait une baguette magique ou quelques gouvernements que ce soit. Non, donc, le stress hydrique est une donnée comme une autre. Le stress hydrique étant là, OK, comment fait-on pour la gestion de l'eau ? Je ne voudrais pas que M. Bouxi pense que lui et moi sommes en confrontation. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Maintenant, effectivement, nous sommes parents, nous voulons la meilleure éducation pour nos enfants. Ce que je dis, c'est que le système éducatif actuel public doit être remis au niveau. Je ne dis pas qu'il faut éliminer les écoles privées. Soyons d'accord. Les Marocains payent des impôts et je pense qu'ils ont le droit, la légitimité de demander une école publique au niveau, premièrement. Deuxièmement, je ne pense pas que tout le secteur rural marocain veuille arrêter d'être à la campagne parce que le travail serait pénible. Effectivement, il y en a parmi ces gens-là qui souhaitent autre chose, une ascension qu'ils considèrent comme être une ascension sociale, un secteur secondaire. Voilà. J'ai fait des études à l'ENCG de Stade en étant de famille paysanne. Je m'éclate dans le marketing, je m'éclate dans l'industrie. Je veux passer un step, je veux aller dans le secondaire. Tout à fait. Qu'est-ce que l'on fait pour l'agriculture vivrière marocaine qui nous nourrit ? C'est tout ce que je dis. En gros, comment faisons-nous pour accompagner dans chaque secteur du Maroc, secteur primaire, secondaire, tertiaire, pour que, effectivement, chaque personne y trouve son compte. C'est catastrophique d'entendre que, effectivement, des entreprises marocaines sont défaillantes parce qu'il y a un problème de transmission. C'est grave. Très bien. Alors, ça sera aussi le mot de la fin, Aziz Saïdi. Je vous donnerai le mot de la fin également, Khalid Bouxi, parce que sinon, on va commencer à empiéter sur d'autres programmes. Je vous laisse rapidement réagir. Non, juste par rapport à cette question du rural et de l'agriculture, parce que c'est quand même une question très importante. Moi, il faut répondre à une question très simple. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture ? Est-ce qu'on veut ramener de la devise
ou assurer la sécurité alimentaire et la sédentarisation de la population. Parce qu'avec le stress hydrique, qui est une réalité inhérente au Maroc, on sait qu'il y a des zones, notamment Dra'at Filal, pour ne citer que celle-là, qui sont en train de connaître une désertification sociale. Et là, le capital immatériel qu'on va y perdre est très, très important. Par rapport dernier élément, par rapport à cet élément, à l'élément de l'agriculture peut-être, c'est clair que par rapport à la population, elle est très impactante au niveau du chômage. Mais je pense que c'est très important pour cette jeunesse agricole, cette jeunesse rurale, d'amener les moyens de confort vers le rural. C'est-à-dire, par exemple, tant qu'il y aura la fracture numérique, si on a un broadband qui touche tout le pays, c'est plus facile pour quelqu'un de rester sur place s'il a l'école, s'il a Internet, s'il a les acquis de la vie moderne. Le point est clair. Khalid Boukhsib, très rapidement pour clôturer le débat. Moi, je souhaiterais, comme à mon habitude, et parce que j'y crois, j'en suis convaincu, terminer sur une note d'optimisme. Le Maroc est en chantier à tous les niveaux, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, des infrastructures. Ça se ressent à l'échelle internationale, puisque l'attractivité augmente, le tourisme augmente, et aussi on a une nouvelle attractivité, un nouveau pôle d'attractivité qui est sur le reste du continent africain. Donc cette perception, elle est encore une fois justifiée. Pour moi, elle ne reflète pas la réalité. Et j'espère qu'on se reverra dans un an pour discuter de nouveaux chiffres, parce que je pense qu'ils auront bien évolué d'ici là. En tout cas, on l'espère tous. Merci beaucoup à nos invités d'avoir pris part à ce débat. Merci à nos téléspectateurs. Et on ne cessera de rappeler qu'une société qui ne croit plus en demain finit par s'arrêter aujourd'hui. Ce soir, Frontal n'a pas cherché des réponses toutes faites, mais a formulé de bonnes questions. Car derrière chaque chiffre, il y a une vie, et derrière chaque repli, une attente, et in fine, le vrai travail et la vraie urgence du gouvernement n'est pas de rassurer les marchés, mais de redonner confiance aux foyers. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau face-à-face avec l'essentiel.